une amie et une collègue, Marie-Noëlle Laetitia, enseignante au département de portugais, va nous présenter notre invité, l'autre poète invité de ces 2 journées d'études, Pedro Senalino, poète portugais. Marie-Noëlle donc va nous présenter sa poétique et elle va nous proposer des questions de temps, je ne m'attarde pas trop, je vous laisse directement la parole. Donc Marie-Noëlle Laetitia nous présente son intervention qui s'intitule Pedro Senalino, voyage au pluriel dans un monde antérieur. Et ensuite, on laissera la parole à Pedro pour qu'il nous parle de son expérience de poète, de sa poésie, de son écriture. Merci. Je me lance. Grazie per l'invito. J'ai entendu ça plusieurs fois en prière aujourd'hui. J'ose. Voilà. Alors, vraiment, je tiens à te remercier parce que tu m'as proposé d'apporter cette petite pierre à tes journées d'études par l'invitation d'un poète non pas italophone mais lusophone. Et tu m'as permis de revisiter un petit peu le thème de tes études parce que je vais vous expliquer immédiatement pourquoi. Alors je suis chargée de présenter rapidement, en un quart d'heure, je vais essayer de le tenir, Pedro Senalino, à ma gauche, jeune poète portugais. Alors ce sera rapide et du coup ce sera très parcellaire parce que Pedro Senalino est un univers à lui tout seul. Donc à première vue et seulement à première vue, il semble ne pas entrer dans la catégorie des poètes qu'on a entendus en prière et aujourd'hui, parce que Pedro est un poète néo-migrant. C'est-à-dire qu'il écrit en portugais, parce qu'il est portugais, et il n'écrit pas donc dans la langue du pays qui l'accueille. Le pays qui l'accueille, c'est l'Allemagne, et particulièrement Berlin. La ville de Berlin. Alors on pourrait penser que sa langue fait frontière entre lui et le territoire dans lequel il vit aujourd'hui, parce qu'il parle peu, bon, pas encore, l'allemand. Et pourtant, c'est bien le contraire qui semble se produire, parce que depuis octobre 2012, depuis qu'il est à Berlin, sa production poétique, non seulement ne s'est pas tarie, mais au contraire, elle s'est trouvée revivifiée, revigorée, infléchie, par les lieux où il a choisi de vivre. Il est écrit à la fin d'un de ses derniers recueils de poésie en portugais. Pedro Senalino nasceu em Lisboa, mas já foi de Berlim. Pedro Senalino est né à Lisbonne, mais un jour ou à un moment donné, il a été de Berlin. Il écrira peut-être un jour en allemand. En tout cas, ce qui importe aujourd'hui, c'est que sa poésie en portugais n'est plus la même, parce que son lieu de vie a changé, et son lieu de vie a changé radicalement depuis quelques mois, et surtout parce que entre ce lieu de vie et cet homme, il y a un échange, une union, même une fusion, qui s'est opérée et qui a modifié ses perceptions et qui l'a, semble-t-il, métamorphosé. Il faut d'abord vous dire qu'il y a plusieurs Pedro Senalino. Ce garçon, outre qu'il est poète, donc je pourrais vous montrer, si vous le voulez plus précisément, un certain nombre de ces recueils de poésie. Il y en a aussi là-bas. Il est donc poète, plutôt redevenu poète à Berlin, parce qu'il avait arrêté d'écrire de la poésie. Il est chercheur universitaire, heureux détenteur d'un doctorat en littérature portugaise depuis la semaine dernière, qui porte sur la personnalité et les écrits d'une religieuse portugaise du XVIIe siècle, religieuse mais assez peu orthodoxe. Il est romancier, il a déjà publié ce roman, Três. Il a sous le coude 2 romans en prévision aussi. Il est conteur, il est professeur d'écriture créative et il a écrit 2 manuels d'écriture créative qui ont un tel succès qu'ils sont en train d'être réédités au Portugal. Il est organisateur d'anthologies de poèmes et surtout des poèmes de sa grand-mère, Nathalie Freire, qui était une poétesse de renom portugaise. Voilà, je peux tout apporter. Et de sa tante, de sa grand-tante, Maria de Graça Freire, qui était aussi romancière et poétesse. Il est aussi blogueur, c'est-à-dire qu'il écrit un journal intime, j'avais envie de dire extime, parce que on n'entre pas si facilement dans l'intimité de Pedro Senalino.
Mais son blog, qui s'appelle Cronica do Silêncio, est accompagné de photographies que lui-même prend en ce moment, à Berlin en particulier. C'est très intéressant. Bon, bref. Pedro Sanguino a une identité unique, il s'appelle Pedro Sanguino, mais il pourrait peut-être, à l'instar de Fernando Pessoa, se fabriquer quelques hétéronymes qui lui iraient, je pense, assez bien. Alors, je ne vais pas dresser son panégyrique, d'abord parce que je suis assez jalouse de lui. Pourquoi? Parce que c'est un esprit fulgurant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui élude parfois les étapes intermédiaires à une démonstration pour vous asséner plus vite sa résolution. Bref, il écrit vite, très vite, parce qu'il pense vite, très vite. Du coup, son écriture peut sembler énigmatique à quelqu'un qui ne se laisserait pas porter par l'imagination, par l'essence, par la rêverie, par le souffle, par le son des mots, par la force de certaines formules. Et d'ailleurs, l'énigme, voilà bien un des intérêts de l'écriture de Pedro Sanguino. Avec lui, il faut accepter de ne pas trouver immédiatement la porte d'entrée de son monde intérieur, de ses mondes intérieurs. Mais il suffit de lire avec l'esprit totalement libéré ces textes pour dégager quelques pistes de lecture, découvrir quelques clés qui vont donner l'illusion que peut-être on a ouvert la porte, la fameuse porte. Et je vais vous traduire quelques lignes de sa plume qui vous permettront de cerner davantage sa conception de ce qu'il entend être un texte poétique. Je le cite. « Je conçois un poème comme un laboratoire émotionnel, et pour cela aussi, avant tout, comme une échelle d'autoconscience, avant que le poème trouve une vie plus grande que lui, en gagnant son autonomie et en devenant la particularisation d'un universel. Voilà la règle. Pour moi, la frontière de la publication d'un poème. La conscience du fait que le poème peut devenir un miroir, un outil de travail et d'auto-perception pour les autres, et pas seulement une pornographie personnelle qui prendrait des airs d'Ariétique. Personnellement, l'un des aspects de ces poésies qui me frappe particulièrement, c'est leur élan mystique, l'aspect transcendantal, le besoin d'exprimer le sacré, une sacralisation du monde. Il a été élevé par sa grand-mère, Pedro, Natasha Freire, dont je vous ai parlé un instant tout à l'heure. Autant dire que, dès son plus jeune âge, il ne s'est pas contenté de voir les choses tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas dans l'océan simplement une étendue d'eau salée. Il y voit autre chose. Il a appris à exprimer sa vie, ses sens, par l'image, par la métaphore, par l'élévation, la tentative d'élévation de l'expression. Résultat, il s'est rapidement mis à essayer de comprendre sa vie, de chercher sa vérité par des chemins pas aussi classiques que le commun des mortels. Par exemple, il a été jésuite pendant un temps, avant de comprendre que là n'était pas sa voie. Mais cette formation intellectuelle, surtout spirituelle, est indissociable de ce qu'il est aujourd'hui. Et sa foi s'exprime de façon personnelle, mais récurrente dans la plupart de ses vers. Son monde intérieur est habité par sa foi, et on a peu de chances de s'approcher de sa personnalité si on ne prend pas la mesure de ce monde chez lui. Il croit à l'esprit, aux esprits. Bien des événements de sa vie ne prennent de sens que par l'intercession métaphysique de l'esprit. Rien à voir avec la superstition, la sorcellerie, ce genre de choses. Le lien entre ici et l'ailleurs, son au-delà, est bien tissé chez Pedro. La spiritualité, je le cite, un dialogue symbolique permanent entre Dieu et moi. Bien que par formation j'utilise le système de représentation du christianisme, je ne me considère pas comme un poète chrétien. Et de fait, sa poésie ne fait pas de la foi un sujet, bien sûr, elle en fait un vecteur, un outil, un moyen de percevoir son monde d'aujourd'hui et surtout son monde d'hier. Car un thème, à mon avis, crucial dans sa poésie est bien la tentative de comprendre son passé, enfin, d'essayer d'appréhender son passé. Son enfance perdue est toujours présente, afin de mieux supporter le présent et de s'armer pour l'avenir. Je le cite, « Mon enfance est un animal désert qui ronge les versants escarpés de Dieu », dans un des derniers poèmes de sa production. Un autre élément aussi très présent dans sa poésie, outre le temps, il a la question du temps mériterait un débat très 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 long.
Un autre donc, élément de sa poésie, c'est la musique. La musique participe sans doute du même processus d'élévation mystique. La musique classique, c'est un aliment, c'est un carburant pour Pedro Snellino. C'est un carburant de sa vie quotidienne et aussi de son monde intérieur. Il semble qu'il y ait une lutte permanente qui se livre dans sa poésie entre le concret et l'abstrait, entre le spirituel et le matériel, entre l'âme et la chair. L'expression, je le cite, la sienne, l'expression « a resurreição do corpo das palavras », la résurrection du corps des mots, me paraît bien justifier cette impression. Les mots, qui sont abstraits, ont besoin de corporalité pour tenter d'exprimer un ressenti. J'ai entendu hier une expression, la biologia delle parole. C'était Laura qui disait ça, et j'ai trouvé ça très, très parlant et convenir, je trouve que c'est une expression qui convient très bien à Pedro. La biologia delle parole. Et j'ai par exemple très souvent repéré l'association des mains et de Dieu dans ces vers. Alors, je ne m'aventurerai pas à donner une explication, mais en tout cas, le toucher, le physique n'est pas étranger, loin de là, il n'est pas du tout étranger, il n'est pas antinomique de l'abstraction absolue. Au contraire, il le côtoie. Le titre même de son intervention d'aujourd'hui, Will You Marry Me Berlin, suggère l'alliance physique et spirituelle, un acte de chair en esprit. On le sent, Pedro est un être dilacéré. Dilacéré, c'est un musisme, mais ça me plaît bien parce que je trouve que c'est très parlant. Dans sa condition d'homme, avec ses pulsions bassement humaines, et sa condition de poète, c'est-à-dire d'esprit, qui a besoin de livrer ses angoisses, ses émotions à son carnet d'écriture, d'essayer de les comprendre, peut-être de les conjurer. C'est une tâche difficile pour laquelle la langue montre parfois ses limites. D'où l'usage du néologisme indispensable quand l'outil linguistique se fait trop étriqué. Donc on trouve des néologismes lexicaux dans ses textes, parfois, syntactiques, beaucoup, et il s'impose à ses lecteurs, il s'impose à son lecteur à la fois un effort et un lâcher-prise s'il veut à son tour construire son propre ressenti. Ainsi, les verbes se transitivent, s'intransitivent, se nominalisent selon les besoins, les inversions des sujets, des compléments, les élisions qui font exploser les règles classiques de la langue. Plus de majuscules, abolition des majuscules, abolition presque complète de la ponctuation. Le souffle, le rythme s'obtiennent par la lecture, forcément personnelle, du texte. Les formes classiques de la poésie n'existent quasiment plus, pas de système régulier de strophes, bien sûr, pas de rime, parce que l'expression est ailleurs. Elle est dans l'adjectivation, elle est surtout dans l'antithèse, l'oxymore, l'affrontement lexical, la synesthésie, la métaphore audacieuse, pour ne pas dire mystérieuse, l'image choc. Rien n'est gratuit dans la poésie de Snellino. Le voyage à travers sa poésie consiste en la quête que doit mener le lecteur, mais sans doute aussi le poète lui-même, qui prétend que ses textes sont des miroirs obscurs et plus obscurs pour lui-même que pour ses destinataires. C'est donc une poésie de l'expression douloureuse du ressenti, mais sûrement pas de l'explication du ressenti. Le monde actuel de Pedro Snellino, et en particulier son pays, le Portugal, qui vit actuellement une crise économique, n'était pas assez grand pour lui. Il lui a fallu voyager, il lui faut voyager. Il lui a toujours fallu voyager, physiquement, pour mieux voyager ensuite dans sa tête, appréhender, accepter ce qu'il ne peut pas comprendre, la mort, la douleur de vivre. Je pourrais peut-être vous lire tout à l'heure un bref extrait si on en a le temps, mais ce n'est pas certain, donc j'en ai dit bien assez. Je vous engage à le lire si vous le souhaitez, à l'écouter immédiatement. Merci. Bonjour, grand merci à Marie-Noël pour cette présentation par Didier. Je mets mon petit présent et cadeau, c'est un secret que je partage avec Fabiano pour cet après-midi. Merci aussi pour l'invitation et à vous.
J'essaie de parler dans mon petit français, j'espère que je ne fais pas beaucoup d'erreurs. Chaque fois que je parle ici, je fais une erreur comique, donc bon, on a cette expectation pour aujourd'hui. Je voudrais aussi seulement raconter une petite histoire. J'étais à Florence dans mon Erasmus, mais avec la bureaucratie portugaise et italienne, ils se sont rencontrés, donc j'étais pas en train de rester à Florence. Mais c'était à Florence que j'ai véritablement commencé à écrire. J'ai compris que les poèmes avaient une survie, donc les poèmes que j'ai commencé à publier dans l'année 2000, ils ont été écrits à Florence. Donc c'est une liaison ici à la italienne. Bon. William Merriam Berlin. Ceci est l'histoire d'un poète portugais, ex-jésuite, élevé par une grand-mère poétesse et mystique, ce que revient au même, pour qui la vie est une échelle de symboles. C'est aussi l'histoire de la façon dont une ville et un homme peuvent tomber amoureux. Comment une ville, Berlin, peut créer un homme grâce à cet amour, le transformer par des actes d'amour successifs et absolus. Sur la façon dont un homme et sa ville peuvent se transformer dans l'hétérotopie un de l'autre. Dans son texte Des espaces autres, Michel Foucault a défini ainsi l'hétérotopie. Ces lieux, parce qu'ils sont absolument autres que tous les emplacements qu'ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai par opposition aux utopies, les hétérotopies. Et je crois qu'entre les utopies et ces emplacements absolument autres, ces hétérotopies, il y aurait sans doute une sorte d'expérience mixte, mitoyenne, qui serait le miroir. Le miroir, après tout, c'est une utopie, puisque c'est un lieu sans lieu. Dans le miroir, je suis là où je ne suis pas, dans un espace irréel qui s'ouvre virtuellement derrière la surface. Je suis là-bas, là où je ne suis pas, une sorte d'ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, qui me permet de me regarder là où je suis absent. Utopie du miroir. Mais c'est également une hétérotopie, dans la mesure où le miroir existe réellement et où il a, sur la place que j'occupe, une sorte d'effet en retour. C'est à partir du miroir que je me découvre absent à la place où je suis, puisque je me vois là-bas. À partir de ce regard qui en quelque sorte se porte sur moi, du fond de cet espace virtuel qui est de l'autre côté de la glace, je reviens vers moi et je recommence à porter mes yeux vers moi-même et à me reconstituer là où je suis. Le miroir fonctionne comme une hétérotopie, en ce sens qu'il rend cette place que j'occupe au moment où je me regarde dans la glace à la fois absolument réelle, en liaison avec tout l'espace qui l'entoure, et absolument irréelle, puisqu'elle est obligée, pour être perçue, de passer par ce point virtuel qui est là-bas. Merci. Espace virtuel, miroir, intersection, angle. Je reviendrai sur ces symboles pour tenter d'expliquer Berlin dans ses liens avec moi. Mais la première question est celle du miroir de l'hétérotopie, où, je cite Foucault, on passe vers le point virtuel. Ce point virtuel est la connexion concrète entre poète et ville. Le mariage mystique, surtout de Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne ou de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sans oublier le mariage mystique homo-christosexuel de Saint Jean de la Croix, que l'Église cachait et cache encore, occupe une fonction symbolique essentielle dans le catholicisme. Il représente la liaison entre le ciel et la terre. En d'autres termes, il représente la constitution cosmique du futur, la fusion entre le corps et l'âme de l'humain dans l'espace créateur d'une absolue autre. L'autre devient moi à travers la progression d'un système symbolique. Mais cela n'est pas une dépossession du moi, au contraire. L'absolu, Dieu, dans la tradition chrétienne, devient plus, il se concrétise. Apprendre l'humanité, ce n'est pas une forme de kénosis, de destruction de l'humain, de l'objet de cet amour. Au contraire, à tel point que Thérèse d'Avila l'exprime par le terme de transverbération, vibration au-delà de la parole. Alors, je cite Sainte Thérèse. Le Seigneur voulut à plusieurs reprises que j'eusse cette vision. Je vis un ange près de moi, du côté gauche, sous une forme corporelle. Il n'était pas grand, plutôt petit, très beau, le visage tellement enflammé qu'il semblait être d'un rang très élevé. Je lui voyais dans les mains un long dard
qui était d'or, avec la pointe de fer qui me semblait avoir un peu de feu. Il me parut qu'il me le plongeait dans le cœur à plusieurs reprises, et que ce dard me pénétrait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il me sembla qu'il les entraînait avec lui, et qu'il me laissait tout embrasé d'un grand amour de Dieu. Il n'y a pas de religion plus corporelle que la religion chrétienne, où Dieu s'en fait parole, puis enfant, est mort dans la croix et a laissé son corps, sous forme de pain, devant être sacrifié, mordu, ingéré pour chaque chrétien. Il n'y a pas de relation plus sexuelle que le mariage mystique, où la potentialité, la concrétisation fonctionnelle de ces tours amoureux a besoin d'arriver au plaisir comme forme de réalisation et de crescendo orgasmique du système symbolique. J'expliquerai tout cela à travers ma propre histoire et celle d'un ange. 1. Mariage symbolique. Berlin. Berlin, pour moi, a cessé de s'écrire avec un M final à la portugaise et a commencé à s'écrire avec un N à l'allemande, car elle a cessé d'être une maison uniquement antérieure, où je me rendais pour la mémoire, pour la poésie, pour devenir une maison physique, où je n'avais pas où préposer ma tête, car la ville est l'océan de pierre de ma tête. Mon expérience de Berlin est, depuis toujours, le voyage pour le voyage, l'excès de la perception, le parcours qui naît des racines du futur par un acte libre et constant. C'est le mariage entre mes racines aériennes et la cité phénix qui ne dort jamais. L'amour entre un homme qui ne veut plus cesser de se réinventer et la cité la plus profonde, la plus essentielle et la plus violente que j'ai connue. Ce mariage, comme tout, est passé par une étape de la connaissance, de la passion et de l'amour, puis par celle de l'interrogation, de la décision, enfin par celle de la vie en commun. En novembre dernier, à la première page du cahier d'écriture que je faisais alors, j'ai demandé à la ville un mariage. Je lui ai demandé de me prendre dans ses bras et de me dire, en geste et un acte, qu'elle voulait qu'on reste ensemble. Et nous avons véritablement vécu cela. Le moment arrive où l'organisateur de ce colloque se demande s'il ne va pas appeler les urgences psychiatriques. Non? Encore. Donc, je continue à voir ce que est payé. Expliquer ça exige que j'explique mon expérience en tant que sujet de l'œuvre que je fais exister. Une œuvre s'écrit au sein d'un réseau de connexion dans lequel le sujet n'est pas le sujet, mais l'objet. Certains événements peuvent expliquer le contexte de production d'un poème, mais ils ne sont pas le poème. L'œuvre qui existe, écrite par ma main, est pour moi un miroir plus obscur que pour un autre lecteur. Le texte n'est pas seulement un miroir du monde pour moi, il est aussi un miroir pour moi dans le futur, une nature permanente, un défi et une énigme indéchiffrable. Ce que je vis, plus que je me défends, c'est que le poème est événement, que tout le poème est essentiellement et concrètement un double événement. En première place, il correspond à un moment précis dans un espace physique et ou psychologique pour l'émetteur du sujet. Il se réfère donc à un événement précis. 2. Il devient effectif, se produit, se réactif, pardon my English, reenacts itself pour le lecteur. Le lecteur vit ce moment comme un espace physique et en temps, et comme un symbole. Le texte cueille ses fruits antérieurs chez le lecteur. Mais le sujet qui m'amène ici est ce qui se passe dans le premier moment. Moi-même, j'ai été autrefois le sujet de cette expérience où un objet poème d'un autre auteur devient le sujet de l'événement. Cela m'est arrivé vers à vers, les roues donnant les sens aux métaphores les plus obscures qui se déchirent à la lumière claire de la perception sensorielle et extrasensorielle. Le poème qui occupe tout l'espace, que devient la durée du temps, réunissant l'espace et le temps
dans l'expérience totalisante de devenir un sujet plus grand que lui-même, justifié dans le cosmos, le miroir, l'espace virtuel dont parlait Foucault. La vérification du fait que le parcours les plus lointaines galaxies, stellaires ou métaphoriques, est le même système, la même grammaire. La vérification que, selon la parole du Christ, tout ce que tu relieras sur la terre sera relié dans le ciel, et tout ce que tu relieras dans le ciel sera relié sur la terre. Sans Berlin, je n'aurais pas plus été capable d'écrire la poésie, je n'aurais pas jamais capable de comprendre ce qui constitue la poésie, et, grâce à Dieu, je continue à ne pas tout comprendre. Sans Berlin, je n'aurais pas compris le processus de défragmentation intérieure sans lequel, pour moi, la poésie ne peut pas exister. La poésie est la substance même des mots et la façon dont cette substance existe. À l'exception des festivals ibériques de traduction, la première grande expérience de ce type que j'ai vécue a été le festival Verschwurbel, organisé pour Literaturwerkstatt Berlin en 2008, où l'invité était la lusophonie. Dans cette concept du festival, les poètes choisissent ces poèmes préalablement traduits, puis forment une équipe avec un poète allemand et traducteur pour créer des nouvelles versions. J'ai travaillé avec le poète allemand Daniel Fall, devenu instantanément mon ami. L'expérience de traduction en équipe en présence du poète ne permet pas forcément de prendre conscience des emplois du vocabulaire et des stratégies de construction qu'autrefois on appelait style. Mais c'est surtout la formation philosophique de mon ami Daniel et sa participation en divers groupes de réflexion poétologique, y compris en ce moment avec le Parlement de Parc, qui nous a permis de discuter à fond, poème après poème, vers à vers, mot à mot, chaque mouvement de ma production poétique. Sans cette pratique que je poursuis depuis lors, la conférence d'aujourd'hui aurait été impossible. C'est à cette occasion que, pour la première fois à Berlin en 2008, j'ai en fait l'expérience du miroir absolu. La ville a ouvert mes idées, des portes inconnues dans ma perception, dans ma voix. Il semblait que, perdu dans cette ville, je gagnais la connaissance d'une totalité de moi-même, comme si la vie était une partie de mon corps. J'ai écrit 2 livres de poésie après ma première expérience berlinoise. Angststrasse de 2008 et Bukolien de 2010, tous deux partiellement publiés. Ce sont des livres de poésie en voyage, le premier à Berlin, le second est le résultat d'un voyage solitaire entrant entre Berlin et Byzance pour chercher les restes de cette ville dans Istanbul. Je suis un amoureux de l'Empire byzantin sur lequel je prépare un roman. La crise terrible qui frappe mon pays, le Portugal, empêche la publication de ces livres de poésie. Les principaux éditeurs de poésie ont fermé boutique et ont été rachetés par des grands groupes peu intéressés par l'investissement. Dans le milieu politique berlinois, on débat beaucoup sur l'édition de poésie à l'avenir. E-books, édition papier de plusieurs auteurs. Personnellement, je défends une 3e théorie qui est celle du troubadour, du ménestrel médiéval. L'auteur dit ses poèmes dans des manifestations publiques comme au Moyen-Âge. N'y sommes-nous pas toujours, d'ailleurs. Le pouvoir oral de la poésie retrouve de véritables effets dans de telles situations. La poésie devient langage. Mon livre Angststrasse contient des poèmes dont tous les titres sont du nom des rues de Berlin, réels ou fictifs. Depuis toujours, autrefois comme touriste, à présent comme habitant amoureux, je vois la ville, à chaque promenade, à chaque regard, comme une succession de couches. Je suis capable de voir les vies antérieures d'une rue, avant même sa construction, jusqu'aux premières maisons, aux premiers arbres, aux premiers habitants, jusqu'aux manifestations, à la guerre, à la destruction, jusqu'au mur, jusqu'à l'avenir de mort et de transfiguration. C'est pour ça que Berlin n'est pas seulement un espace physique, elle est aussi un espace transhistorique. Sa biographie se lit et se construit dans ma biographie. Nous faisons partie de l'histoire entre l'autre. Nous faisons l'histoire l'un de l'autre. Et c'est aussi pour ça que je parle de mariage mystique. L'énergie essentielle de la vie m'a convoqué pour que je la comprenne et que je l'interprète. À Berlin, je suis toujours un flâneur, même dans la rue. La vie me prend par la main, m'élève,
Berlin avait besoin d'un poète portugais pour continuer à se construire d'un miroir que je suis moi-même, et cela reste pour moi toujours un mystère, une bénédiction et une bataille quotidienne. On arrive ici, à mon avis, au point le plus important de mon expérience comme ouvrier des mots. Et je tiens à cette expression ouvrier des mots car je veux souligner la dimension politique et surtout antisociale et religieuse. Et car je crois aussi que dans cette période où tout ce qui n'est pas économique et productif semble ne pas pouvoir exister, je m'identifie à l'idée que je travaille le langage et son système de symboles comme on travaille dans une usine sur une ligne d'assemblage en Chine ou ailleurs, au moment même où j'écris cette conférence. Chez tous ces gens qui luttent pour survivre, il y a la construction d'une résistance, mais aussi un travail simple de construction à partir d'éléments minimaux. Voilà ce que je fais avec le langage, avec les symboles, avec le réel. Je suis une caisse de résonance de la ville, de mon monde intérieur, de l'espace et du temps unis. Et j'écris tout ce qui résonne à moi. Cette espèce d'acoustique de l'âme, comme Novalis disait, n'est pas une mission sacrée, mais un travail d'officine. Il est nécessaire de soigner et recréer à chaque instant des relations entre les hommes et les symboles. Ainsi, rien de ce qui est écrit dans un vers n'a de valeur s'il n'est pas bâti dans l'intérieur. Comme une échelle dessinée sur le papier n'existe pas tant qu'elle n'est pas fabriquée, un poème n'existe pas, n'a pas pouvoir d'événement, tant qu'il n'est pas une échelle de perception, tant qu'il n'a pas souffert, vécu, tant qu'il n'est pas mort. L'écriture est sa résurrection. C'est aussi une résurrection pour le lecteur. Et c'est pour ça que je sens, peut-être non sans orgueil, que ma ville a besoin de moi pour continuer à être construite. Dans mon corps, j'ai des poumons qui ont besoin d'air, mais j'ai aussi des poumons dans l'âme qui ont besoin de musique. Je suis en intoxiqué de musique classique depuis l'âge présent. À Berlin, la musique résonne et se concrétise en moi dans mon auto-hétérobiographie avec ville, comme par exemple dans le poème Wilhelm Furtwängler der Straße, que je lirai dans l'après-midi. Berlin fabrique ma voix. Elle l'a construit. Mon désir est que ma voix soit une rue reliée à la nature de la ville de façon si élémentaire qu'elle puisse s'y situer comme une coin de rue qui fait la jonction entre deux plans, un pont entre plusieurs rives. Berlin, qui possède davantage plus de ponts, Venise. Toutes les migrations sont le résultat de deux noms vides, nécessité et désir. Je sais que probablement, un jour, ces deux noms vont s'arrêter de vivre. Mais pour le moment, de tous les éléments qui font partie de mon identité, je suis poète parce que je me trouve et que je suis, ou que j'existe à Berlin. La condition même de la poésie, être d'ailleurs, étranger à soi-même, je le vis ici actuellement. La seconde phase de ma poésie a commencé à Berlin. Je n'écris plus un seul poème hors de Berlin, dans une rue, dans la mémoire d'une rue, dans le flux des fleuves extérieurs et intérieurs, dans ma propre saudade de la ville, dans la saudade de mon avenir hors de ces murs. Cette seconde phase, à la fois de manière fascinante et sans doute monothématique, elle parle de la persistance du passé, notamment la persistance d'objets à l'imparfait dans le temps superposé, et des réseaux de sens que ces objets établissent dans toutes les dimensions du temps. À Berlin, je suis l'objet et la ville est le sujet. C'est seulement de cette façon que les forces culturelles complexes dynamiques, selon l'expression de Stephen Greenblatt, peuvent être vécues plutôt qu'interprétées. C'est là la signification d'un flâneur. Et c'est mon état depuis mon premier jour à Berlin. Il y a deux types d'activités flânantes pour moi. Le flâneurisme total, où je parcours un chemin sans notion de temps ni de destination, je me limite à aller. Naturellement, ce type de flâneurisme devient plus rare depuis que je connais mieux la ville et que ma situation y est moins transitoire. Le second type est un flâneurisme programmé. Et bien sûr, comme toutes les relations, un peu de programmation est nécessaire. Je veux dire qu'il y a des jours où il faut programmer les moments de l'âme.
Généralement, je choisis une destination, un musée, une roue, un pont. Je repère vaguement la station de métro la plus proche et je laisse la vie me porter. Je peux y arriver en 15 minutes ou dans 1 heure. Ce qui est intéressant, c'est le voyage. Toujours avec une musique de fond pour composer les lieux, toujours avec un chemin mental à parcourir. Chaque promenade doit correspondre à un parcours, à un vers ou à une strophe, doit servir à écrire, à réviser un chapitre de mon roman, un événement de mon passé non élucidé. Et je laisse la ville faire son chemin à travers moi. Parfois, mon histoire personnelle avec Berlin ou l'histoire de la ville parle avec moi. Comme le jour où j'ai marché 9 heures sans m'arrêter en cherchant comment finir un chapitre de mon roman, et j'ai découvert, entre la faim et la fatigue, la magnifique ruine de Anhalt-Bahnhof. La ville m'avait répondu. Dans cette promenade, comme dans une Eucharistie sur un chemin de croix blanc, j'offre à la vie tout ce qu'elle m'a fait créer. Je ne suis pas le sujet, je ne suis pas l'homme qui marche en créant un sens, mais son opposé, l'objet, pas vraiment sujet d'une ville ou d'une énergie, d'une énigme constante. Je suis le texte, la ville est le langage, et le présent, l'espace et le temps où elle existe, et cette rencontre qui fait naître le texte. Comme Walter Benjamin, je ne crois pas que ce serait possible dans une ville de mon pays d'origine. L'hétérotopie n'est effective que parce que l'espace et autre est un miroir, est aliénum, étranger, où on peut être miroir étranger de soi-même, et où la ville elle-même peut être étrangère dans une autre être. Le monde entier se transforme alors en matériel de communication entre sujet et objet, ville et homme. Le monde est notre langue, notre argile, notre corps. Et nous utilisons tout cela pour nous créer un dans l'autre. Quelqu'un peut-il mettre en doute le fait que les villes existent aussi parce que les créateurs ont construit les images des villes, Camões et Pessoa avec Lisbonne, Baudelaire avec Paris, Kafka avec Prague, Ischewou de Dublin avec Berlin. 2. Will you marry me, Berlin? J'avais un billet de retour à Lisbonne pour le 17 décembre 2012. À la fin novembre, comme j'ai dit, j'ai écrit ma demande en mariage de la ville. Et Berlin m'a permis de rester grâce à un petit travail de professeur remplaçant. Ma vie concrète et surtout antérieure s'en est dédoublée. Les mois, le 17 décembre, jour anniversaire de la mort de ma grand-mère, poétesse, j'ai rencontré un ange. La personnification de la ville et de mon propre désir m'a ouvert les bras et m'a dit « Bienvenue dans ta ville ». Berlin a accepté ma demande en mariage. Et le poème que j'ai écrit en 2008, Cimetière de Brèche, est totalement accompli. Mon problème, après cet acte symbolique, est devenu philosophique. Devais-je vivre le symbole comme étant la vie ou seulement comme un symbole? Ici commence l'indispensable frontière et sous laquelle je ferai silence, mais qui est l'endroit d'où j'écris. Hans Strasser. Geografia de alma de uma rua perdida. É tão nítida que se pode separar a respiração de Deus dos seus escombros. Onde hoje se levanta uma árvore, morou uma angústia. Era incendiada e abria-se em braços. Teve filhos, como todas as doenças incuráveis, e demorou muitas sombras para morrer. Como reconstituir o seu nome, se as pedras devoraram os abismos, se nenhuma arquitetura sustém as suas formas, os ossos ácidos das edificações? Entra-se por onde a luz se esconde e compreende-se o seu cheiro em arco. Cai diretamente de gestos multiplicados, do gesso estrutural de cadáveres subindo ao final de um dia onde choveu a mesma morte. Dia a dia se ouve o riso de um caminho triturado de memórias
o rebentar de um mistério rente à pele e o murmúrio rasgado de uma noite de amor. Aqui, Dieter F. conheceu o medo. Botas de fantasmas para sempre lhe roubaram o sono. Moritz Stein amou um violoncelo e Erna Boker viu nascer, crescer e partir 7 filhos, mas ainda embala os 7 que morreram. Nada cresceu no quarteirão iluminado de Molinho. Vera espera muda por um soldado surdo das trincheiras e podem ver-se 2 mãos contra o silêncio, à espera do próprio precipício. A Rua da Angústia nunca se reergue. Escombra-se até insuportável o seu início, até a respiração de Deus nascer do nada e separar a morte do seu próprio fim. Angstrasse, géographie d'une rue perdue. Elle est si nette qu'on peut séparer la respiration de Dieu de ses décombres. Là où aujourd'hui s'élève un arbre, une angoisse a habité. Elle était incendiée et s'ouvrait de tous ses bras. Elle eut des enfants, comme toutes les maladies incurables, et il lui a fallu beaucoup d'ombre pour mourir. Comment reconstituer son nom, si les pierres ont dévoré les abîmes, si aucune architecture ne soutient ses formes, les eaux acides des édifications? On entre par là où la lumière se cache, et on perçoit son odeur en arc. Elle tombe directement de gestes multipliés, du plâtre structurel de cadavres qui monte à la fin d'une journée où il a plu la même mort, jour après jour. Le rire d'un chemin fait de souvenirs en miettes, l'explosion d'un mystère à ras de peau, et le murmure déchiré d'une nuit d'amour. Ici, Dieter F. a connu la peur. Des bottes de fantômes lui ont pour toujours ôté le sommeil. Moritz Stein a aimé un violoncelle, et Erna Goebler a vu naître, grandir et partir 7 enfants. Et elle laisse encore les 7 qui sont morts. Rien n'a poussé dans le quartier illuminé démoli. Veraka attend, sans mot dire, un soldat sourd des tranchées. Et l'on peut voir 2 mains contre le silence, dans l'attente de leur propre précipice. La rue de l'angoisse ne se relève jamais. Elle reste en décombre jusqu'à ce que soit insupportable son commencement, jusqu'à ce que la respiration de Dieu naisse du néant et sépare la mort de sa propre fin. Comme T.S. Eliot dans le Four Quartets, je dis que the poetry doesn't matter. Pour moi, tout devient concret dans la production dans l'événement écrit que devient le langage dans l'espace-temps. Et c'est cela que je vis comme poète migrant à chaque seconde à Berlin. Jusqu'à que la ville, comme la poésie, n'ait plus besoin de moi, ou bien que je vive le destin de tous les poèmes, jumeaux des galaxies, et de l'explosion dans laquelle ils se construisent, c'est-à-dire de silence. Merci. Surprise pour le père. Hier, on a fait une lecture politique. Les étudiants ont lu aussi un poème à toi, notamment Myriam. Il a travaillé et donc j'aimerais bien que tu as eu des problèmes pour arriver, etc. Hier, tu n'étais pas présent. Donc je pense que Myriam, si elle est d'accord, elle n'a pas le choix. Elle pourra, voilà. Di Cedro Penalino, di Petra Penalino, cantigo colorido. Ela diz sujeito, ele diz comprimento, ela diz nós, ele diz eu, ela diz amor, ele diz calma, ela diz sempre, ele diz hoje, ela diz eu caso,
Ele diz caso. Ela escreve, ela rasura, ela sente, ela cala, ela é e ela é 2 ninhos, mas por isso é que só ela se multiplica. Berlim, Knackstraße, 9 de julho, 2008.